Alors, du coup, moi, c'est Théophile. J'ai grandi à Pêchabou, un langage très connu pour ses sangliers. Et après m'être cultivé dans cet espace, je suis allé à Paris, à l'INRIA, pour effectuer ma thèse. Et ma thèse, je l'effectue sur utiliser les méthodes formelles appliquées à la cryptographie, en l'occurrence sur le protocole qui s'appelle MLS, qui est un protocole de messagerie de groupe sécurisé. Donc, en gros, comme les applications Signal ou WhatsApp, mais qui passent à l'échelle pour de très grands groupes, de l'ordre de grandeur du millier de personnes. Voilà, ça c'est moi. Et donc, je commençais par vous présenter un peu un historique des bugs qu'il y a existé en cryptographie et pas que, pour vous mettre un peu en bouche. Bon, la plus connue, c'est une faille de 2014, je crois, sur OpenSSL, qui s'appelle le Heartbleed. Donc OpenSSL, c'est une librairie cryptographique qui permet entre autres, qui est utilisée par les serveurs web pour implémenter le HTTPS. Donc quand vous avez le cadenas dans votre navigateur, c'est sûrement ça qui tourne sur le serveur derrière pour sécuriser l'échange. Et c'est une attaque avec un logo, donc ça veut dire qu'elle est vraiment très grave. Et donc, pour expliquer un peu le fonctionnement du bug, il y a XKCD qui a fait une très bonne BD, donc je vais un peu la pomper. Donc l'idée, c'est qu'il y a le signal Heartbeat qui permet à l'utilisateur de, en gros, envoyer un signal au serveur lui demandant s'il est toujours en ligne. Et donc ça fonctionne de la façon suivante. Là, l'utilisateur demande hey, coucou le serveur, est-ce que tu peux m'envoyer patate? Ça fait 6 lettres. Et donc le serveur, il a dans sa mémoire ok, je dois renvoyer les 6 lettres de patate. Et il va répondre patate. Mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur demande hey, je voudrais que tu me répondes chapeau, ça fait 500 lettres. Et bien là, le serveur va dire très bien, je vais te répondre 500 lettres. Et donc va renvoyer chapeau, suivi de sa mémoire qu'il y a ensuite. Et donc là, c'est de la mémoire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu la boîte de Pandore. On peut trouver, par exemple, des mots de passe que des gens ont envoyés au serveur web pour se connecter. On peut trouver la clé privée du certificat, utilisée pour sécuriser la connexion. On peut trouver plein de choses et c'est très embêtant. Donc il faut voir que dans un cas pratique, ce bug n'arrive pas, parce que les utilisateurs sont honnêtes sur combien de lettres font le mot qu'ils envoient. Mais une personne malveillante peut mentir sur le nombre de lettres et obtenir ces informations. Un autre bug qu'il y a eu l'année dernière, donc SHA-3 c'est une fonction de hash, donc dernière génération. Et les concepteurs de SHA-3 ont fait une implémentation officielle en C qui avait un bug pendant 10 ans. Et entre autres, cette implémentation de SHA-3 était utilisée dans Python, ce qui faisait qu'avec ce petit code de 4 lignes, on pouvait faire un segmentation fault dans Python, ce qui est très grave. Les développeurs de Python visent à ne pas avoir de segmentation fault créés par des programmes Python. Donc là, si vous connaissez bien vos puissances de 2, le deuxième nombre, c'est 2 puissance 32 moins 1. On peut commencer à voir où l'arnaque se situe. Donc pour donner une idée de comment fonctionne le bug, donc l'implémentation est écrite en C. Donc imaginons qu'on a un buffer de taille buff size, donc par exemple 512 au hasard. Et après on a deux entités x et y. On teste est-ce que x plus y est plus petit que buff size, et si oui, on fait une copie dans le buffer. La copie elle commence à l'index x et ira jusqu'à de taille y, donc ira jusqu'à x plus y. Donc là on peut se dire que tout va bien parce qu'on a testé les bornes et on ne va pas dépasser le buffer. Sauf que si on utilise ces constantes magiques, on va faire un dépassement d'entier, et donc x plus y va être égal à 0, et donc la condition va être vraie, alors que l'addition mathématique, là ça fera 2 puissance 32, sera plus grand que buff size, et donc ça va faire un buffer overflow. Et c'est bon, le bug dans SHA-3 est un peu plus subtil que ça, mais pas beaucoup. Donc c'est un peu gênant. Un autre bug qu'il y a eu, donc ça c'était il y a 1 ou 2 ans, un bug dans Matrix. Donc Matrix c'est un genre de Slack fédéré open source, si vous ne connaissez pas, et qui ont entre autres créé un protocole de cryptographie pour faire de la messagerie sécurisée.
et les chercheurs ont trouvé plein de failles dans le protocole. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, donc ça fait que les échanges que les gens pensaient être confidentiels, en fait, ne l'étaient pas. Et ce qui est rigolo, c'est que le problème, il est dans la spécification du protocole. Donc, toutes les implémentations de Matrix étaient affectées. Voilà, ce n'est pas un problème d'implémentation, c'est vraiment sur papier. La spécification disait de faire des choses qui n'étaient pas sécurisées. Et un dernier exemple, qui n'est pas un exemple de cryptographie, c'est un exemple de PayPal. Donc, c'était il y a quelques années, quelqu'un avait trouvé une méthode pour doubler l'argent d'un compte. Et donc, c'était un truc un peu sordide avec 3 comptes, des transferts entre les comptes, des demandes de remboursement, des choses comme ça. Et bon, je vous passe les détails, mais en gros, la personne a décidé de faire un bug bounty, parce que c'est un bug. On peut supposer que PayPal n'a pas envie que ses utilisateurs doublent l'argent de leur compte. Et PayPal a refusé le bug bounty, parce qu'en fait, le bug n'était pas dans le code du site web, il était dans les conditions générales d'utilisation. C'est-à-dire que les conditions générales d'utilisation autorisaient ce genre de comportement, et l'application web implémentait parfaitement les CGU. Donc là, la CGU, c'est en gros un peu la spécification de PayPal finalement. C'est voilà. Donc, si on résume, il faut distinguer 2 choses. L'implémentation, c'est ce que le programme fait, et la spécification, c'est ce qu'on veut que le programme fasse. C'est pas tout le temps la même chose, malheureusement. Donc, là, dans les exemples qu'on a donnés, en bug d'implémentation, on a Heartbleed et SHA-3, et en bug de spécification, on a donc Matrix et PayPal. Et par rapport aux notions de bugs, il y a en gros 2 types de bugs. Il y a les bugs. Donc là, si on fait une patate qui représente toutes les entrées possibles d'un programme, on a les notions d'utilisabilité. On ne veut pas qu'il y ait de bugs sur les entrées que rentrent les utilisateurs pour de vrai. Donc ça, c'est la sous-patate en vert. Et, sauf qu'il y a des petits points. Ça, c'est les bugs qui peuvent arriver par quelqu'un de malicieux. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que va faire un utilisateur, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc pour la sécurité, on veut qu'il n'y ait aucun bug sur aucune entrée. Et donc on a envie que la patate en entier soit sans bug, et pas seulement la sous-patate verte. Et voilà, ceci étant dit, on va maintenant voir comment on peut éliminer les bugs grâce aux méthodes formelles. Et donc avant tout, on va revenir sur la notion de éliminer les bugs. Bon, je vais vous arrêter tout de suite, c'est pas possible. Là, par exemple, cette présentation, j'utilise un lecteur PDF pour l'afficher. Et ce lecteur PDF, même si on suppose qu'il n'y a pas de bug dans le code source, bah, il a été compilé avec un compilateur qui a des bugs. Il tourne sur un système d'exploitation qui a des bugs. Le processeur lui-même, bah, il a encore des bugs. Forcément, enfin, tout ça, c'est buggé. Et ça marche un peu par miracle. Et donc là, si ça se trouve, je vais passer à la slide suivante. Et le truc va planter et ça sera pas si surprenant que ça, finalement. Bon, c'est bon. Voilà. Donc on ne va pas éliminer les bugs, on va éliminer des classes de bugs. Donc par exemple, on va vouloir éliminer les bugs dits de memory safety. Donc c'est par exemple le bug de Heartbleed ou SHA-3, ce sont des bugs de memory safety, c'est-à-dire que le programme a essayé de manipuler de la mémoire, donc lire ou écrire, auquel il n'était pas censé écrire. On veut par exemple éliminer les bugs de sécurité cryptographique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un attaquant, par exemple un hacker, puisse manipuler le protocole de façon à révéler des secrets. Ou on ne veut pas que le programme arrive à un état incohérent. Par exemple, on veut un programme concurrent qui n'ait pas de deadlock. Ou, je vous laisse place à votre imagination, mais il y a plein d'autres classes de bugs. Par exemple, le fait que PayPal ne perde pas d'argent. Ça, c'est un type de bug aussi, qu'on peut vouloir l'éliminer. Donc, pour faire ça, le test et le fuzzing, ce ne sont pas des solutions. Les tests et le fuzzing, ça garantit que le programme termine sur un nombre fini d'entrées. C'est toutes les entrées où on a testé. Et donc, même si on a testé que le programme se comportait bien sur 10 milliards d'entrées, eh ben, l'infini moins 10 milliards, ça reste l'infini. Et donc, si ça se trouve, on a raté des cas où
le programme se comporte mal. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est prouver que le programme se comporte bien sur toutes ces entrées, en nombre infini. Et voilà, alors je vous dis ça. Le message de ces slides, c'est pas que les tests, c'est inutile. Je précise. Voilà, il y a le dicton qui dit tester, c'est douter. Mais c'est bien, il faut douter. Il y a un dicton de Socrate qui dit que les personnes qui mettraient leurs mains à couper que leur code fonctionne du premier coup sont soit naïfs, soit ne tiennent pas à leurs mains. Je vous laisse méditer ça pour plus tard. Donc, on va voir de façon progressive comment éliminer les bugs de la façon la plus simple à la plus difficile. Donc, on va commencer par parler de memory safety. Donc, Google Chrome, l'équipe derrière Google Chrome a estimé que 70% de leurs bugs critiques étaient liés à de la memory safety. Donc, si on peut les éliminer, ça demande de bugs à se soucier. Et la moitié de ces bugs-là sont des use after free. Donc, c'est-à-dire qu'on a libéré la mémoire et on l'a utilisée par la suite. Ce qui est un peu gênant, parce que cette mémoire aurait pu être utilisée par quelqu'un d'autre, et donc on modifie la mémoire de quelqu'un d'autre qui ne serait pas forcément très content. Donc, la première solution, c'est d'utiliser des langages qui sont dits memory safe. Donc, soit des langages avec garbage collector, soit des langages sans garbage collector, mais qui sont memory safe. Par exemple, Rust. Donc, Rust, c'est un langage qui a largement bénéficié de la recherche en théorie des langages et qui permet de réaliser cette prouesse d'avoir un langage à gestion de mémoire manuelle, mais quand même memory safe. Et dans les langages à garbage collector, il y a aussi les langages à typage dynamique. Et il faut se dire qu'une erreur qui dit que à int plus string, les types ne sont pas cohérents, je crache, c'est moins grave qu'un problème de segmentation fault. Parce que le segmentation fault, c'est le premier pas vers des choses plus graves, comme par exemple de l'exécution de code arbitraire. Et la solution 2, c'est d'utiliser un langage qui n'est pas memory safe, comme C ou C++, mais d'utiliser des outils de méthode formelle qui permettent de vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Donc des exemples qui ont été utilisés dans l'industrie, c'est Astray, qui est utilisé par Airbus, il me semble, ou encore Framassé, qui est développé par le CEA. Donc voilà. Deuxième chose qu'on peut prouver, ce sont des propriétés sur les spécifications. Et la faisabilité de ça, c'est la difficulté variable selon la complexité de la spécification et des propriétés que l'on veut prouver. Donc, pour les protocoles cryptographiques, il y a de nombreux outils, dont certains qui sont utilisés dans l'industrie, puisqu'ils sont suffisamment simples et documentés. Donc, par exemple, Proverif ou Tamara. À cela, il y a eu un succès industriel de ce genre de technique, c'est TLS 1.3. Donc c'est ce que vous utilisez, le protocole que vous utilisez pour vous connecter avec HTTPS. Donc ça, c'est un protocole qui a bénéficié de la collaboration entre l'industrie et la recherche. Et on a de nombreuses preuves automatisées que TLS 1.3 est sécurisé. Et c'est très important d'utiliser ces outils-là, parce que, en fait, un protocole cryptographique, c'est extrêmement difficile à faire de façon sécurisée. En fait, c'est un terrain miné, et puis un pas de travers, et bam, ça explose. Donc, c'est bien d'utiliser des outils pour éviter ce genre de problème. Et pour d'autres types de propriétés, par exemple, les propriétés sur les systèmes distribués aux concurrents, on peut faire du model checking. Et un exemple qui est utilisé dans l'industrie, c'est TLA+. D'ailleurs, il y a une exposé ce matin, bienvenue à TLAland, que je vous recommande de voir en replay si vous ne l'avez pas vu. Et d'autres outils selon le cas d'usage. Et finalement, le dernier truc qu'on peut prouver, c'est les liens entre l'implémentation et une spécification. Est-ce qu'une implémentation correspond bien à une spécification donnée? Ça, c'est pas si simple. Mais ça commence à arriver petit à petit dans l'industrie avec des entreprises spécialisées qui font que ça ou certains projets dans des grandes entreprises. Et il y a eu des succès industriels, donc là où c'est des équipes de chercheurs qui ont fait des produits, comme par exemple Hacklestar, une librairie de cryptographie, primitive cryptographique vérifiée, qui a fait son chemin du coup dans Python et dans Firefox. Donc si vous utilisez ces deux choses, peut-être que vous utilisez Hacklestar sans le savoir. Voilà.